Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché, bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les news, nous avons plusieurs bonnes nouvelles. Première, c'est que le co-founder d'Ethereum, Vitalik Buterin, a confirmé justement la transition au Proof of Stake qui se fera notamment en août. Donc c'est plutôt positif, moi j'avais plutôt tablé sur septembre ou fin d'année, voire début d'année 2023. Bon, on est encore loin d'août, donc à voir si on va avoir du retard dans ce qui est effectué, mais c'est positif pour l'écosystème d'Ethereum et pour tout ce qui est l'écosystème d'ordre général basé sur la sécurité d'Ethereum. On continue dans les bonnes nouvelles, nous avons Lavu et Verifone qui permettent notamment le paiement en Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu et Ethereum, notamment dans des restaurants, donc via Lavu, dans plus de 65 pays, donc c'est encore une fois, positif, c'est la démocratisation des crypto-monnaies avec l'utilisation construite de celles-ci, donc c'est positif pour tout le monde de notre côté. Ensuite, on parle un petit peu de encore notre très célèbre Christine Lagarde, donc la BCE, présidente de la BCE, malheureusement ou heureusement pour certains, qui caractérise que les crypto-monnaies ne valent rien et sont basées sur rien. Donc encore des discours très forts, alors que à l'heure actuelle, l'euro et le dollar sont bien basés sur la même chose, voire même beaucoup moins que les crypto-monnaies actuelles. Quand on regarde BTC ou Ethereum, nous avons bien un réseau et une technologie qui permettent de sécuriser ce réseau, ce qui n'est pas le cas sur le reste. Donc on a bien quand même quelque chose qui est derrière, mais ça nous montre à quel point la classe dirigeante des institutions bancaires et financières ne savent pas et ne comprennent pas ce qu'est réellement la crypto-monnaie et ce qui se passe derrière cette notion de blockchain. Et c'est vraiment dommage, ça veut dire qu'on n'est pas capable de pouvoir expliquer ça, de pouvoir faire comprendre en fait tout ce qui se passe derrière aux personnes qui ont le pouvoir d'accepter ou d'accélérer la mise en place et l'adhésion des crypto-monnaies comme étant justement quelque chose de fort, étant donné que technologiquement c'est quelque chose de fort. Et c'est vraiment alors, même on pourrait caractériser que c'est peut-être même pas que un problème de moyens, mais un problème de volonté, mais c'est encore une autre discussion à prévoir pour une autre session. On continue avec l'actualité. Malheureusement, l'actualité, elle est obstruée par Luna et l'UST. On voit que ça à l'heure actuelle, notamment dans les médias mainstream, donc ce qui est très négatif, encore une fois, sur la notion de l'image des crypto-monnaies, avec les dessous des stablecoins et la chute de Terra, Bitcoin, Ethereum et Terra, 5 graphiques pour comprendre le crash des crypto-monnaies et ce qui nous attend. 3 petits points. Crypto-monnaie, 3 questions sur le crash qui a fait tomber le Bitcoin de son piédestal. Et j'en passe et j'en passe. Donc là, ce sont toujours des titres de mainstream, donc de médias mainstream français majoritairement, et on va dire francophone d'ordre général. Donc ça montre que globalement, le crash qui s'est passé avec Terra et l'UST a entraîné notamment une mauvaise image et un renforcement négatif autour des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est. Nous avons Christine Lagarde qui nous dit que c'est basé sur rien. Nous avons un crash d'un stablecoin algorithmique. Personne ne comprend exactement à l'extérieur de la sphère des crypto-monnaies qu'est-ce qu'un stablecoin algorithmique et ce que ça représente pour l'écosystème. On ne voit que quelque chose qui était censé être stable, parce que c'est marqué dans le nom, voilà, marqué dessus. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais donc, c'est marqué stable, ça se crash. Donc on nous dit, ah attention la guerre, on nous dit, ça vaut rien, bon bah c'est logique, ok, donc c'est l'éclatement de la bulle spéculative de quelque chose qui valait rien, donc ça va se cracher à zéro, parce que ça ne sert à rien. C'est un peu ce qui ressort des médias. D'un côté, ça montre à quel point on a de la marge de progression sur l'éducation des personnes sur ce qu'est la blockchain et la liaison entre les crypto-monnaies et la blockchain. C'est plutôt positif, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à faire. Ce qui est aussi positif, c'est que plus il y a de personnes qui pensent justement que ça va se scratcher, plus le marché va faire l'inverse, donc on est plutôt bien parti dessus. Le souci, c'est qu'on est plutôt bien parti là-dessus sur les personnes qui ne sont pas en crypto-monnaie, donc qui n'investissent pas et qui n'investiront du coup pas. Donc ça veut dire pareil, on n'aura pas d'injection de liquidité extérieure. C'est le gros problème, c'est le dilemme que l'on se retrouve, c'est que nous avons une vision extérieure qui pense que c'est
juste catastrophique, il y a une bulle extérieure, une bulle inflationniste qui va éclater dans peu de temps, donc on n'a pas d'injection de liquidité forte, parce qu'on n'a pas de vision et de communication qui est effectuée sur la technologie derrière, et ceux qui sont au sein de la crypto-monnaie, qui ont déjà des investissements, on le verra ensemble, bah, ils sont pas si bières que ça, hein. Malheureusement, toujours, quand même, excessivement boule. On va regarder tout ça ensemble. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Nous attaquons la partie technique, petit rappel habituel de la schématique Eliotis vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021, retracement sur vague 4 en A, B, C effectué. On reste toujours sur cette théorie malgré l'ensemble des théories que je vous ai présentées samedi, tout simplement pour vous donner un petit peu de diversité, qui sont des théories qui sont tout à fait valables. Tant que j'ai pas d'invalidation de celle-ci, je reste dans celle-ci. Donc nous avons cette chute en C qui nous prépare la 5. Hop. Et actuellement nous avons pris la liquidité de la A, donc nous avons fait une extension au niveau de la B ici. Nous faisons une extension au niveau de la C, au niveau de la A ici. Ce qui confirme aussi la réaccumulation de Wyckoff en BC, AR, ST, SO. Le saut après la liquidité de la R, donc on est plutôt bien parti pour valider tout ça et repartir sur une vague 5, faire un UT UTAD, donc deux nouveaux ATH avant de terminer cette schématique du Bitcoin, et derrière on voit qu'on a comblé une partie du CME, malheureusement pas la totalité, donc il y a des probabilités de descendre en dessous des 25 000 pour aller valider ici ce CME et voir aller chercher les 20 000, 18 000, 19 000, qui sont des objectifs classiques sur des vagues 1, B, C, avec ici l'extension de la C qui pourrait aller chercher notamment ici en extension les 23 000 pour le 1 272, qui serait logique, et peut-être même plus loin le 382 au 19 000 qui correspondra à cet ordre bloc qui se trouve ici. Donc on a une possibilité de descendre suite à l'extension pour pouvoir valider ces niveaux importants et ensuite repartir à la hausse. C'est un petit peu le schéma qu'on valide depuis un certain temps. N'hésitez pas à regarder la vidéo de samedi où je vous propose les autres scénarios de façon à ce que vous ayez tout en tête et comprendre ce qui peut se passer. Notamment j'aborde la notion de macroéconomie que j'aborde régulièrement dans les quotidiennes, mais cette fois-ci je vais plus loin dessus. Alors, on attaque un petit peu, on va regarder tout de suite l'order flow. Au niveau de l'order flow, on a pas mal de choses. Premièrement, c'est que on redescend encore au niveau de l'extreme peur. On est en dessous de 10, enfin à 10. On continue à descendre petit à petit, d'accord? Donc là, on est vraiment sur... continuellement, on n'arrive pas à dépasser les 15, et je pense que ça va rester en l'état avant qu'il y ait vraiment une marque importante. L'élément important, c'est que là, c'était l'open strike, donc globalement l'opening terrestre. Au niveau des options, on voit que le maximum price était à 35 000 avec un petit peu moins de 1,5 milliard d'options. On voit que ça a changé, on a monté à 1,7 milliard, 1,8 milliard d'options avec derrière maximum price qui a diminué 34 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les personnes sont en train de se cover, se hedge sur une chute du BTC. Donc tout simplement, il y a une montée des options qui sont effectuées en dessous du cap du maximum price qui fait descendre le maximum price. Donc c'est intéressant de voir, on commence à avoir la liquidité qui est en train de se former, qui n'est pas assez à mon goût par rapport, en tout cas à la liquidité qui est en attente au niveau du mouvement du prix, donc ça on en discutera, mais je pense qu'on continuera à voir potentiellement le maximum price descendre à 33 000, voire peut-être même 32 000, en fonction des jours. Dans tous les cas, je valide et je vérifie ça régulièrement pour vous le donner lors de la quotidienne. Alors au niveau de l'order flow, on a pas mal de choses. On va juste agrandir un tout petit peu, histoire d'y voir. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis l'extreme peur à 10, oui, mais les positions
donc le volume des positions des top traders sur BTC en perp, donc en perpétuel, en open interest, sont notamment au-dessus de 54%. Donc on continue à avoir cette progression des volumes à l'achat. Donc on construit des longues majoritairement au niveau des top traders. Et par contre, au niveau des comptes en eux-mêmes, nous avons globalement de plus en plus en train de se recentrer, on est en train de se rediriger vers du 50-50, alors que avant on était quand même sur du 80% durant toute la chute. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que la majorité des personnes pensent que ça commence à chuter, donc on est en train de se restabiliser, les personnes qui étaient majoritairement bull commencent à se dire ok, bah peut-être on aura une continuité baissière, donc on sont en train de couper leur longue, donc on a de plus en plus de personnes qui sont en train de se recentrer, sur un cours, donc on va avoir une période d'indécision, parce qu'on va pas avoir quelque chose de marqué, on va avoir quelque chose qui va être validé centralement à 50-50, on est en train de se diriger là-dessus. A contrario, on a les positions qui sont en train simplement de monter très fortement, avec un open interest qui progresse, mais qui reste quand même dans les 85 000. C'est aberrant que je dis ça, hein, parce que bon, c'est pas comme si c'était normal d'avoir autant open interest, vu la volumétrie de liquidité. Hein. Pour rappel, on est quasiment à un ratio de 2, donc c'est le market cap sur l'open interest, donc globalement on a beaucoup de levier par rapport à la totalité du market cap, et c'est quelque chose qui est jamais arrivé, en tout cas à ce point-là, et donc là on est quand même sur 80 000 d'open interest, 85, et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé rétrospectivement, quand on a des setups comme ça, avec d'open interest qui montent, contraction au niveau des longues short ratio, augmentation des profils, et qu'on regarde un petit peu ce qu'il se passe, bah là on a une contraction ici, open interest qui monte, on a une augmentation des volumes, ok, paf, crac. Là on a une chute effective, qu'est-ce qui se passe ici? Tac, pareil, donc là on a open interest qui monte, alors plus léger, donc je pense que ça va être un mouvement plus faible, contraction effective, augmentation ici, ok, pareil, on a une chute. En fait, si on regarde un petit peu partout, ça c'est valable aussi, alors le problème c'est qu'on voit pas les éléments, mais si on regarde dans cette zone-là, on verra que c'est le début de la grande chute hein, qu'on a eu avec l'UT qui s'est terminée, avec la chute réelle qui s'est faite, qu'on retrouve ici. Donc c'est cette zone-là qu'on est en train de voir, dans cette partie-là, ici, avec la contraction et l'augmentation qui s'est effectuée, sauf qu'on n'avait pas l'open interest qui était en train de monter, on avait un open interest qui était en train de descendre, parce qu'on avait une prise de profit réelle qui était en train de se faire, et on n'avait pas de longue qui était en train de se construire, alors que là on est en train de construire des longues à levier très fort, et donc ça veut dire que à l'heure actuelle, on a quand même le sentiment de marché qui nous dit oui c'est bien, mais on achète quand même beaucoup à levier. C'est totalement contradictoire, et c'est un schéma classique qu'on est en train de mettre en place pour avoir une continuité baissière et une accélération baissière, donc il va falloir vraiment faire attention dans les jours qui viennent à cette accélération baissière. Pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu en horaire ce que l'on a, on voit déjà plusieurs choses. C'est que nous avons cette mise en place là de contraction très forte au niveau du prix. On sait que quand on a une contraction du prix comme ça, on a un mouvement fort en sortie, que ce soit sortie basse ou sortie haute. Et surtout, si on regarde ce qui se passe, on voit aussi quelque chose qui n'est pas forcément très positif, parce que on a ici quelque chose qui est plutôt descendant, alors qu'on a sur le RSI quelque chose qui est plutôt ascendant. Donc on a une divergence baissière qui est en cours, on a un étiolement du momentum qui est en train de se faire avec un mouvement très faible, donc ça veut dire qu'on est en train d'appuyer énormément sur le momentum, mais le mouvement ne suit pas, on n'est pas dans une continuité et une proportion du mouvement qui est effectué, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on risque d'avoir une cassure qui risque d'être baissière. Mais on n'oublie pas, comme toute divergence, tant qu'elle n'est pas validée, là, elle est en train de se valider, mais elle n'est pas validée, dès qu'elle sera validée, on aura notamment une bonne indication, mais pour l'instant, elle n'est pas encore validée, donc on pourrait très bien avoir une accélération haussière, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que durant ce week-end, on a eu quand même quelque chose qui était relativement plat, avec assez peu de mouvements, qui est en corrélation avec le fait qu'on a assez peu d'investisseurs propres, donc beaucoup les mouvements en fait dépendent beaucoup des sessions US et asiatiques, et surtout US en ce moment, avec ce qui se passe sur les différents indices et la macroéconomie, on n'a pas forcément
d'incentive au niveau des petits portefeuilles qui permettent de pousser, parce qu'on a très peu de liquidités, on a très peu de personnes qui rentrent sur le marché à l'achat ou à la vente, et donc forcément on a des difficultés de pouvoir trouver de la liquidité. C'est vraiment symptomatique quand on voit un week-end de ce style-là. Après c'est vrai que on a eu quand même cette chute de l'USC, donc il a fallu du temps pour se remettre en place, mais quand on voit un week-end de ce style-là, bah on se dit, ok, on a assez peu de volume, on a assez peu de liquidité, ça risque de stagner un petit peu comme ça, mais surtout ce qui va jouer, ça va être du coup la macroéconomie. Macroéconomie qu'on va voir un tout petit peu après. Juste un petit point sur l'hebdomadaire, je voulais juste vous montrer que la clôture du coup s'est terminée au-dessus de ce niveau-là. Je vous avais dit qu'il fallait surtout pas en hebdomadaire clôturer plus bas, parce que à ce moment-là c'était forcément une portée basse. Pourquoi ? Parce qu'on allait avoir globalement tous les chartistes et Ishimoku qui allaient shorter ce marché, donc on allait avoir une très forte pression baissière, donc une grosse vente forte et donc une accélération baissière forte. Donc l'important c'est que les bougies hebdomadaires ne se clôturent pas en dessous du niveau des 28 800, qui sera un niveau justement où on aurait une accélération baissière si jamais on avait une bougie qui se clôture. Alors, au niveau de la macroéconomie, nous avons pas mal de choses. Je vais vous proposer plusieurs choses. Donc, pour reprendre un petit peu l'explication que je vous ai effectuée durant cette période-là, enfin durant samedi, où je vous ai expliqué un petit peu toute ma vision au niveau du Nasdaq. Globalement, pour moi, pour réexpliquer rapidement, c'est que nous avons un niveau très fort de corrélation d'information qui est ici ce niveau des 10 500 qui correspond au 618 ici de ce retracement plus au 382 de ce mouvement là. Donc on a quelque chose qui est fort en termes d'appel et qui correspond aussi à la continuité de baisse de cette impulsion au retracement qui est effectué. On aurait ici un 272 qui serait cohérent. Donc ça veut dire qu'on attend une chute du Nasdaq pour aller chercher ce niveau-là. Est-ce que cette chute va être tout de suite, ou est-ce qu'on va aller chercher et retester ce niveau très fort en termes de volume qui se trouve là pour pouvoir ensuite redescendre? C'est à déterminer. Et si on regarde un petit peu, parce que ça je ne l'ai pas présenté notamment samedi, mais si on regarde un petit peu au niveau du volume par rapport à cette accélération haussière qui s'est effectuée, qui a donné le premier mouvement réel, ici avec ce travail, cette chute qui est effectuée, et ensuite cette réaccélération, on voit qu'on a un appel fort du volume, très peu de volume en fait en dessous ici de ce 10 500, qui entraînait du coup une chute sur soit une extension réelle ici, avant une reprise du volume, soit une extension plus 0,5, qui correspond ici au 0,5 et une extension de ce niveau 786. Si on déplace un petit peu le volume en lui-même, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on déplace sur cet order block effectif de chute et cette réaccélération, on voit qu'on n'a plus aucun volume, que là on est dans une zone plus ou moins blanche quand on casse ce niveau 618. D'accord ? Donc ce sera un niveau qui sera forcément à un moment donné travaillé en termes de volume pour réaccélérer cette zone-là. Donc ça c'est très important de le voir. Après, pour moi, on a quand même ici une énorme zone de volume qui correspond. Alors hop, je vais peut-être un peu loin. Ça fait là, ouais. Donc c'est pareil, on a une grosse zone qui correspond ici à l'extension 0,5. Donc on pourrait aller combler jusqu'au retravail de ce point of interest et de cet order block ici, dans cette zone là, ici que vous voyez là, parce qu'on aurait l'extension plus le 0,5 avec notamment la fin de l'order block ici, et donc on pourrait repartir à la hausse. Donc on a trois niveaux importants sur lesquels on pourrait avoir un retracement, mais il est évident que si on a un travail de ces zones-là, notamment sur le Nasdaq, on va avoir une corrélation baissière très forte au niveau des crypto-monnaies qui pourrait nous amener assez basse. C'est pour ça qu'il faut avoir des temps de respiration. Il faut qu'on ait un Nasdaq qui respire, qui retrace à la hausse pour permettre aux crypto-monnaies de pouvoir remonter aussi et pouvoir encaisser une nouvelle baisse et ainsi de suite. Et il est évident que si on se mange une baisse là drastique ici du Nasdaq qui descend directement à 8500 ou 10 000, forcément on va se faire entraîner et très fortement entraîner. Alors au niveau du SP500 c'est un petit peu pareil, un petit peu différent peut-être parce qu'on a un volume qui est plus concentré, on se retrouve sur un volume qui est beaucoup moins drastique en termes de creux. On a un petit creux qui se fait ici avec une extension qui se fait notamment au 1,618 à 3500, mais moi le point que j'aime bien c'est ici le 236 qui s'effectue par rapport au mouvement total
du SP500, donc qui est le retracement qui est effectif, que j'ai noté ici dans cette ligne, on voit qu'on aurait du coup un travail du 382 avec une extension, travail du 236, pardon, et qui correspondrait ici pareil à une extension classique d'un retracement en 3 temps avec le 272 et le 382 qui encadre cette zone-là avec une zone de volume forte. Donc on pourrait avoir une continuité baissière plus légère sur le SP500, ce qui est plutôt positif sur l'ensemble du marché, et ce qui corrélerait un petit peu sur une chute, oui, mais une chute qui irait notamment ici pour le Nasdaq, sur l'objectif des 10 500, et le SP500 allait travailler notamment les 3700, pour ensuite repartir à la hausse, et avoir au moins un rebond technique, ce qui serait positif. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.